J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller valoriser chacune des positions que j'ai actuellement en portefeuille. Le marché a totalement explosé. J'ai actuellement plus de 96 000 euros de plus-value sur mon CTO. Donc, on va vraiment aller voir ensemble toutes les positions que je renforce, que j'allège, que je vends ou que je réarbitre, c'est-à-dire le cash d'une plus-value, où est-ce que je vais le réinvestir actuellement. Donc on va aller voir du ASML, du BlackRock, du Google également, ça va être Google, ça a totalement explosé, donc évidemment je vais vous donner mon feedback, parce que c'est ma plus grosse position. J'ai quasiment la moitié de mon portefeuille sur Google si je prends en compte d'une part mes options et ma position en direct. Sur Realty.com également, on va aller voir Crocs qui s'est bien effondré, sur laquelle j'ai des calls qui sont en perte. Parex également, ça a totalement explosé depuis que j'ai fait les updates. Ça a pris littéralement 80% quasiment en ligne droite. Donc on va aller voir ça ensemble. Et puis toutes les autres positions également que je peux avoir. C'est vrai que j'ai un portefeuille extrêmement concentré. Donc ça va pas être une vidéo qui va être très longue. Et de toutes les manières, on va aller quand même assez rapide, on va passer assez rapidement sur chacune des entreprises. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais vous faire l'une des plus grosses annonces de ma chaîne YouTube, du moins de mon school pour sûr. La vidéo que vous apprêtez à regarder concerne la valorisation de mon portefeuille. Donc on va aller valoriser chacune des entreprises de mon portefeuille. Je vous ai mis à disposition aujourd'hui sur mon groupe School totalement gratuit toute ma méthodologie de valorisation, celle qui m'a permis de générer plus de 100 000 euros de plus-value sur les 4 dernières années. Je viens de le mettre là à disposition il y a 18 minutes. En fait, c'est un PDF, un cours. J'ai mis des dizaines d'heures là à le structurer et à l'écrire. Il y a 10 points. Premièrement, introduction, pourquoi la valorisation est cruciale. Deuxièmement, les 3 mythes qui ruinent vos investissements. Les 3 approches de valorisation expliquées simplement. La méthode du DCF démystifiée, comment est-ce que moi je vais l'utiliser. L'art de la valorisation relative. Les upsells cachés. Upsell caché, par exemple, je ne sais pas, sur Google, par exemple, l'upsell caché, c'était qu'est-ce qui se passe si la décision de la justice nous surprend positivement. Ce qu'on a eu, les multiples explosent. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, sur Parex? Moi, quand j'en ai acheté, la valorisation ne prenait pas en compte d'une part les réserves et d'autre part les projets d'exploration. Bon, je vais vous apprendre par A plus B de A à Z comment déterminer, comment dénicher ce type d'upsell. Quels sont les types d'upsell? Comment en tirer parti? J'en tire parti avec des lips, avec des options de long terme. Je vais tout vous expliquer. Comment calculer le coût du capital? Comment estimer la croissance future d'une entreprise et les pièges à éviter dans la valorisation et avec à la fin un énorme bonus qui va littéralement changer votre portefeuille. Donc, que vous soyez nouveau, c'est-à-dire que vous me découvriez avec cette vidéo ou que vous me suiviez depuis plus de 6 mois, rejoignez absolument le groupe School pour avoir accès. Vous n'avez même pas besoin de créer de compte, vous avez simplement besoin de cliquer sur le lien en description, vous y avez accès instantanément. Et d'ailleurs, c'est dans le même format que la stratégie de Peter Lynch que j'avais remis à jour là avec le cours que je vous avais créé directement. Donc pareil, franchement, voilà. C'est juste des masterclass, regarde un peu les retours que j'en avais eu, c'est exceptionnel. Donc bon, là j'ai mis le step au-dessus, c'est-à-dire que là c'est carrément la valorisation, en fait, ce qu'il y a de plus important. Et coupler la partie cours sur Peter Lynch à cette partie méthodologie actuellement avec les études de cas de 2025 de Google, etc. J'ai tout repris, mais vous avez un banger, vous avez un truc, mais là, c'est let's go quoi. Là, en fait, il vous manque rien d'autre. Donc, voilà, vous avez le lien en description. Et sinon, évidemment, dans la partie Classroom, je ne le mets même plus en avant, mais vous avez 5 heures de cours, des bangers sur les rapports annuels, sur les ratios financiers, sur les checklists, sur les options, etc. Donc, allez vous régaler. Vous avez tout ça gratuitement, totalement offert. C'est cadeau. Et non, on passe directement à la vidéo. On va commencer par ASML. Ok, écoutez, je vous propose de commencer directement par l'entreprise ASML. Donc là, ASML, moi j'ai 15 000 dessus. De base, j'avais envie d'avoir 30 000 en termes de position globale, c'est-à-dire que la position parfaite sur ASML avec mon portefeuille, ça aurait été 30 000 en termes de sizing, donc en termes de pondération. J'attendais les 500 pour pouvoir doubler et justement avoir ma position complète sur ASML. Malheureusement, ça ne les a jamais touchés. C'est vrai qu'à l'époque, ça me paraissait cher. Maintenant, avec l'augmentation, ça me paraît tout de suite un petit peu moins cher, mais c'est toujours comme ça en bourse. Et en fait, alors là, on va voir concrètement le prix actuel. Ça, c'est le dernier rapport, enfin la dernière analyse du dernier quarter chez ASML. J'en avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube au moment où j'avais renforcé. En fait, c'est vrai que c'était un petit peu négatif et c'est toujours négatif. C'est vrai que ASML, ça a augmenté uniquement parce que voilà, ils ont mis avec Mistral AI, etc., un contrat, mais foncièrement, ça n'a rien changé. Leur thèse est toujours la même, leur guidance est toujours la même. Donc finalement, c'est la même entreprise que ce qu'elle était en août 2025 à 600 qu'aujourd'hui à 785. C'est simplement le marché qui a réévalué en termes de multiples, en termes de business et même pas de perspective, parce que c'est pas le cas. Simplement en termes d'humeur, voilà, vraiment d'humeur.
rumeurs. Et là-dessus, c'est typiquement ce que voulait dire Benjamin Graham quand il disait qu'à court terme, le marché est une machine à voter et à long terme, une machine à peser. C'est-à-dire que là, c'est simplement que le marché a décidé de réévaluer à la hausse ASML sans vraiment de perspective, de meilleures perspectives, puisque je vous rappelle quand même que donc, le précédent quarter, ils avaient dit noir sur blanc qu'on se prépare toujours à de la croissance pour 2026, mais nous ne pouvons pas la confirmer à ce stade-là. D'accord? Voilà. Et également, ce qu'on avait eu chez ASML, en fait, on a eu vraiment un quarter qui avait été dopé par ce qu'on appelle les install base management, donc vraiment la partie, on va dire, la partie support client de chez ASML, donc la partie réparation et surtout upgrade des machines actuelles. Et effectivement, en fait, ASML, excusez-moi, il faut savoir qu'ils ont leur meilleure machine, encore il y a 3 mois en arrière, c'était la NXE 3800. Cette machine-là, donc c'était la meilleure machine, la plus avancée en matière de technologie chez ASML. Elle produisait donc 180 wafers par heure. Et les ingénieurs de chez ASML, avec leur logiciel de code, eh bien, ont augmenté la capacité de production de cette machine-là de 185 wafers par heure à 220 wafers par heure. Donc plus 20 à 30% de productivité en plus. Donc ça, évidemment, les upgrades qu'ils en ont fait, ils les ont facturés. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment cette partie-là du business qui est passée de 7,15 milliards à 7,75 milliards. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le même temps, eh bien, ils ont sorti une machine qui était encore plus avancée que la NXE 3800, la machine EXE 5200B. Mais cette machine-là, à qui est-ce qu'ils l'ont vendue ? Enfin, quelle était leur cible au niveau des clients? Ceux qui avaient la NXE 3800. Mais ceux-là, on venait de leur upgrader leur machine existante de plus 20 à plus 30% en termes de capacité de production. Donc finalement, eh bien, il y a toute une partie de ces personnes-là qui ne sont pas allées sur la nouvelle machine. Parce qu'ils veulent encore optimiser l'ancienne machine. Donc en fait, il faut savoir que ASML, ils se sont à la fois tiré une balle dans le pied sur le court terme, parce que les carnets de commandes pour cette nouvelle machine n'ont pas explosé. Okay, mais par contre, sur le long terme, là, ils ont vraiment assis leur motte, ils ont sécurisé vraiment leur fidélité client. Dans le sens où eh bien, cette machine-là, ils vont pouvoir la vendre beaucoup plus cher, puisque effectivement, ils vont pouvoir dire mais regardez, on la vend plus cher, parce que non seulement elle est la meilleure machine, mais en plus de ça, ne vous inquiétez pas que cette machine-là, on va encore l'upgrade. Et donc finalement, ouais, on est les seuls à pouvoir faire ça, donc oui, on va vous le vendre plus cher. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous venez nous l'acheter plus cher avec des marges de 50%, parce qu'on est les seuls à pouvoir délivrer ce type d'upgrade et ce type vraiment de plus-value sur nos machines. Donc c'est un petit peu voilà ce qu'il fallait vraiment comprendre de ce trimestre-là, c'était ce switch sur les machines qu'ils ont upgrade, mais en parallèle, comme ils ont sorti une nouvelle, moins de clients sont allés sur la nouvelle, mais vous inquiétez pas, ça va. On attend vraiment beaucoup plus de demandes justement sur les prochains trimestres. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, quand on sort une machine, en fait, ASML, c'est des machines qui sont extrêmement chères et donc c'est du cas par cas. C'est-à-dire que quand on va vendre une machine comme ça au début, on va vraiment en fait vendre également les ingénieurs qui vont aller sur le site en question pour non seulement installer la machine, mais surtout faire tous les réglages de la machine. Et en fait, c'est des tests vraiment sur plusieurs mois pour optimiser vraiment la machine. Et cette phase-là, d'ailleurs, c'est vraiment une phase de main-d'œuvre et recherche et développement. Et ça va d'une part aider ASML. Et d'autre part, ça va permettre aux clients d'avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus sur mesure. Mais plus on fait ces tests-là, plus en fait, les nouveaux clients ensuite, on va directement leur installer avec tout le background que l'on a déjà sur la machine. Donc c'est vrai qu'au début, on a plutôt des contrats, on va dire, où les premières personnes payent moins cher pour acheter les machines. Puisqu'encore une fois, on a toute cette phase-là de R&D vraiment à vérifier est-ce que vraiment concrètement on est vraiment au point, etc. Même si évidemment on est au point, mais c'est cette première phase-là dans laquelle les marges sont un peu moins élevées. Mais une fois qu'on a dépassé cette phase-là, là on rentre vraiment en production massive, en vente massive, et donc là on délivre beaucoup de machines, et là on arrive vraiment à optimiser et à démultiplier, on va dire, le procédé. Donc je vous passe la parenthèse, mais ce qu'il faut retenir, c'est que actuellement, leur guidance, qu'ils avaient annoncé pour le Investor Day 2024, c'était un chiffre d'affaires entre 44 milliards et 60 milliards, et avec des grosses margines, donc marge brute entre 56 et 60 pour 2030. Okay, donc ils avaient mis tout un tableau avec leur anticipation. Ils ont réitéré que cette guidance-là est toujours d'actualité, sauf qu'en fait, en 2026, selon eux, on va peut-être avoir un petit trou, mais qu'il a actuellement, peut-être qu'on ne va pas l'avoir. Le marché, du moins, c'est ce qu'il anticipe. Bon, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 3 scénarios. Scénario en 2030, bear,
base case et bull case. C'est-à-dire que le bear case, j'ai émis l'hypothèse qu'on allait avoir en 2030 un chiffre d'affaires bad guidance, donc 44 milliards, ce qui est possible, avec une marge nette de 29%, ce qui nous donne un net income de 12,8 milliards. Donc ensuite, j'ai fait pour déterminer l'earning per share de 2030, le NI, net income, divisé par le nombre d'actions en circulation. Ça fait 32 euros de bénéfices par action, d'earning per share. Et ensuite, par rapport au bénéfice net de 2024, pour aller à 2030, ça fait, parce que j'ai pris celui de 2024 entièrement qu'ils avaient donné à la guidance, j'ai pas pris le TTM de 2025, ça aurait été pareil, hein, ça fait 9,1% par an de croissance. Donc on va aller voir maintenant, on va faire ça pour la valorisation. Le base case, j'ai mis un chiffre d'affaires de 50 milliards dans ces cas-là, ça fait 14% par an au prix actuel, de croissance du bénéfice net. Et donc on peut extrapoler ça à la croissance du prix en bourse. Et enfin, le bull case, ça ferait du 20% de croissance par an. Maintenant, je vous propose d'aller mettre ça dans une valorisation. Alors ici, c'est bien des euros. Il y a marqué dollars, mais c'est bien 786. Vous voyez ici, 785 euros. Ok. Et ensuite, pour l'earning per share, là, on va prendre le 12 months. Donc, c'est-à-dire vraiment le tout dernier. Donc là, qui est de 9,29 milliards. Et donc, si je fais 9,29 milliards divisé par le nombre d'actions en circulation, qui est de, c'était de 393 de mémoire. Voilà, 393 millions d'actions en circulation, ça fait donc 23,6 d'earning per share. On a bien ici les 24. Voilà, on est bon. Donc earning per share, je mets 24. Ensuite, taux de croissance pour le bear case, taux de croissance de 9% par an avec un earning per share futur de 30. Ce qui veut dire que si jamais d'ailleurs on n'a que 9% de taux de croissance, on sera plutôt sur un earning per share de 25. Hein, on sera vraiment sur quelque chose de 25. Donc en gros, on est terriblement surévalué. Effectivement, si on a le bear case, on est trop cher pour acheter ASML avec une marge de sécurité importante. Parce qu'en fait, si vous voulez acheter ASML au prix actuel avec une bonne rentabilité en prenant en compte un bear case, c'est pas bon, il ne faut pas aller sur ASML. Si maintenant vous dites, ok, bon, on va quand même avoir, on va dire, le base case, c'est-à-dire chiffre d'affaires de 50%, donc mid guidance, c'est-à-dire qu'on va pas avoir du négatif, pas du positif, voilà, on est neutre, une marge à peu près comme aujourd'hui, légèrement d'augmentation, voilà, l'earning per share futur, on sera de 42 et donc ça fait du 14% par an. Bon, 14% par an avec un PE cette fois-ci de 30, d'accord. Là, on est sur du 12% par an de rendement si vous l'achetez au prix actuel. Et pour avoir 15% de rendement, il faut l'acheter à 689. Donc là, on est très très bon. 689, on est à peu près, ici. C'est juste avant l'explosion. Donc vous voyez, moi j'ai un PRU sur les 600. Sur les 600, ça me fait à peu près, ça me fait c'est-à-dire qu'au prix d'achat, ça me faisait du 18% de rendement si on a encore une fois le base case. Mais le base case, il faut quand même aller le chercher, ce base case. Et si jamais on a ce base case, donc effectivement cette croissance-là, mais avec un semi-conducteur qui ralentit un petit peu au niveau du marché sous-jacent, on peut très bien être à seulement 27 fois les bénéfices. Dans ces cas-là, ça fait seulement 8%, 9%, 10% de croissance au prix actuel. Et là, on voit qu'on fait des hypothèses, donc on peut un petit peu dire tout et n'importe quoi. Et si maintenant, on va aller voir le bull case, donc là, vraiment haut de guidance, c'est-à-dire que là, vraiment, tout se profile exactement comme dans le meilleur scénario, haut de guidance, chiffre d'affaires 60 milliards, marge nette, on explose tout. Là, on serait sur du 19% de croissance annuelle composée. Donc là, dans ces cas-là, on pourrait très bien se dire qu'on serait carrément à 35 fois les bénéfices, puisque la croissance explose, le secteur explose, etc. Et dans ces cas-là, au prix actuel, ça fait 20% par an. D'accord ? Donc là, c'est exceptionnel. Mais après, je pense qu'il y a très peu de chances qu'on délivre ce type de croissance-là, sachant que le management a quand même dit par A plus B que 2026, allait être une année compliquée pour ASML, malgré tous les deals qu'ils ont signés avec Mistral AI, etc. Donc moi, je pense qu'on va plutôt être sur du 12% de taux de croissance. Par exemple, ça, c'est un petit peu mon hypothèse. 12% de taux de croissance avec un earning per share effectivement, avec un earning per share de 30 dans 5 ans. Ça fait 10% par an au prix actuel. Voilà, donc c'est raisonnable. Je pense qu'à SML, on est trop cher / fair value. Voilà, et je trouve que c'est pas tellement intéressant. À moins que actuellement, vous veniez juste. Alors, excusez-moi, je me reconnecte. Ok, je suis de retour sur ASML. Donc effectivement, ce que je disais, c'est qu'à moins que vous veniez directement de découvrir la bourse sur les 2 dernières semaines, pourquoi pas effectivement commencer à rentrer un petit peu sur ASML. Mais si ce n'est pas le cas, la question c'est pourquoi est-ce que vous ne l'aviez pas acheté en fait depuis 2024. C'est-à-dire qu'on a quand même eu énormément d'opportunités sur ASML. Toute cette zone-là, c'était pas
une offre en or. C'était pas exceptionnel en termes de marge de sécurité, mais c'était intéressant pour, voilà, moi j'ai déjà mis la moitié de ma position. Donc c'est vrai que normalement, vous devriez déjà avoir automatiquement au moins minimum 30 à 50% de la position totale que vous voudriez avoir sur ASML. Donc si je résume sur ASML, c'est extrêmement simple. Si jamais la croissance du marché des semi-conducteurs, comme je vous l'avais déjà exposé en termes de scénario, ralentit, dans ces cas-là, le prix actuel est trop cher. Et la fair value est plutôt sur les 612, ok, sans marge de sécurité. Si jamais par contre, eh bien, la croissance du marché des semi-conducteurs continue ce qu'elle délivre depuis 3-4 ans à peu près, donc exceptionnel, dans ces cas-là, c'est pas cher. Enfin, dans ces cas-là, on va dire que la fair value est sur les 700 à peu près 40, d'accord, ce que j'avais calculé. Et sur les 611, là, vous avez une marge de sécurité. C'est-à-dire que dans le scénario 1, le semi-conducteur ralenti, vous n'avez pas de marge de sécurité sur les 600, 640 et on est un petit peu trop cher au prix actuel. Scénario B, le semi-conducteur continue la croissance qu'il a déjà délivrée dans le passé et dans ces cas-là, on est légèrement surévalué au prix actuel et on a une belle marge de sécurité sur les 611. Et c'est pour ça que j'avais commencé à mettre 50% de ma position sur les 611, enfin sur les 600 quoi, en gros. Donc voilà la thèse vraiment sur ASML. Ensuite, je vais me mettre sur Amazon. Voilà, sur Amazon. Amazon, pareil, c'est une entreprise que j'ai. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai précisé. Mais là, actuellement, j'ai 240 000 d'investis en bourse. Donc, vous voyez, par exemple, quand sur ASML, là, actuellement, j'ai investi 16 000, ça fait 16 000 divisé par 240, ça fait 6,6% du portefeuille. Et là, actuellement, sur ASML, avec l'augmentation, j'ai 20 000, donc divisé par 240, ça me fait 8% sur ASML, par exemple. Sur Amazon, j'avais mis 10 000 divisé par 240, j'avais mis 4% en one time sur Amazon dès le départ. Voilà, pour vous donner une petite idée au niveau des pondérations de mon portefeuille. Mais c'est vrai que de ce côté-là, pour la partie portefeuille, j'ai un profil un petit peu particulier dans le sens où à côté, j'ai une entreprise d'accompagnement dans lequel on va garantir, c'est très simple, que la personne en 90 jours, en 3 mois, maîtrise parfaitement la partie option de long terme, la partie rapport, la partie état financier, comptabilité, valorisation, portefeuille, etc. Donc avec du one-to-one et des coachings de groupe chaque semaine. Et cette partie-là, en fait, fonctionne de mieux en mieux. C'est-à-dire que, juste pour vous donner une idée, là on est le 19 septembre, on a déjà eu 3 personnes qui nous ont rejoints uniquement via recommandation bouche à oreille, par exemple collègues de travail qui ont recommandé mon accompagnement one-to-one. Et donc, ce qui veut dire que la trésor de ma boîte augmente de plus en plus, trésorerie qui est investissable en bourse. Donc, je veux clarifier que quand je parle, en fait, je ne prends pas en compte le cash, etc. Je prends uniquement, quand je parle de portefeuille, je parle uniquement d'argent investi en bourse actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, voilà, pour $1 d'investi en bourse, quelle est la rentabilité que j'en ai eu? Même si à côté j'en ai 4, 5, 6, 10. Ok, non, c'est combien sur $1 que j'ai investi, combien est-ce que j'en ressors? Et donc là, actuellement, voilà, j'ai 240 000 investis sur mon CTO. Voilà, je voulais juste clarifier ça. Donc, Amazon, on va directement se mettre ici. Et donc là, sur Amazon, bon, je pense que vous connaissez tous le business. Ce qui fait qu'Amazon a explosé, c'est que la partie cloud prend de plus en plus de part dans le bénéfice net. Plus de la moitié du bénéfice net d'Amazon est due à la partie AWS, donc la partie cloud d'Amazon, puisque là, on a des marges qui sont stratosphériques et on parle de 116 milliards avec un taux de croissance. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, là actuellement, on a 17% sur l'année, on a 16% sur les 2 dernières années et on a 23% sur les 5 dernières années. Donc la partie Microsoft, donc Azure, a surperformé. Mais là, en fait, tout est fait pour que Amazon puisse revenir top 1 en termes de croissance. Si la croissance de AWS croît de 22, 23, 25% par an, Amazon est terriblement sous-évalué. En plus de ça, l'année dernière, je vous avais fait une énorme analyse sur Amazon sur ma chaîne YouTube pour vous détailler vraiment le moat d'Amazon et de Google, avec notamment en fait, leur propre puce. Amazon, ils ont Trainium par exemple. En fait, c'est des puces qui, dans l'ensemble, c'est des puces donc ont designé Amazon de leur côté, sans Nvidia. Donc, c'est des puces en fait qui globalement sont moins bonnes que Nvidia, mais Amazon, ce qu'ils vont faire, c'est qu'en fait, ils vont l'utiliser uniquement pour un petit segment très niché. Et sur ce petit segment très niché, eh bien, cette puce-là est extrêmement performante et extrêmement économe. C'est pareil chez Google avec leur TPU. C'est pareil. Et justement, de ce côté-là, il y avait Joseph Carlson qui avait repris cette étude-là que je trouve extrêmement pertinente, qui va vous montrer par A plus B comment
est-ce que AWS a de grandes chances de se positionner en tant que leader sur la fin de 2025, donc là on y est, et sur 2026 en termes de croissance de son cloud grâce à Anthropic. Anthropic, c'est entre guillemets la startup qui a le LLM qui s'appelle Claude au niveau de l'IA, et en fait Anthropic a signé tout simplement avec Amazon une exclusivité pour entraîner son LLM Claude avec les puces maison d'Amazon, Inferentia et également Trainium. Voilà, l'introduction c'est voilà, il y a 2 ans et demi, nous avons signalé une crise cloud imminente chez AWS dans le sens où ils allaient mal gérer la croissance. Aujourd'hui, les preuves se sont accumulées. Effectivement, AWS actuellement en termes par rapport à Azure et par rapport à Google, c'est pas top. D'accord ? Après, par rapport à, là comme il le précise, AWS est toujours le joyau de la couronne de l'empire Amazon, générant environ 60% des bénéfices du groupe. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Microsoft Azure est en tête sur le marché et Google Cloud creuse, Google Cloud justement reprend, on va dire, l'écart entre Google Cloud et AWS est considérablement réduit. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez effectivement 2021, 2022, 2021, toute l'année 2021, on a AWS qui a surperformé en jaune. Ensuite, on a eu un creux chez AWS. Et là, depuis vraiment le Q2 2023, c'est en bleu, Azure, qui surperforme. Et là, on a Azure pour le Q2 2025 qui a tout explosé, l'augmentation de 60% avec cette news. Et donc là, toute la thèse, c'est que AWS reprenne du poil de la bête et qu'on ait AWS qui reprenne, prévoyant une prochaine accélération au-delà de 20% finalement sur l'année et jusqu'en 2026. Donc, ce qui ferait vraiment une reprise vraiment importante grâce à Anthropic. Pour étayer leur thèse, ils vous mettent par exemple des photos satellites de tous les centres pour entraîner leur puce. Donc, encore une fois, ici, vous voyez concrètement les photos satellites des data centers construit Amazon. Et voilà, AWS construit des data centers plus rapidement que jamais dans toute son histoire. Et il y en a beaucoup plus de prévus à l'horizon. Donc pour entraîner d'une part les modèles d'Amazon et d'autre part Anthropic. Donc ça, c'était vraiment pour vous mettre la vue d'ensemble. Maintenant, je vous ai fait le même tableau avec 3 scénarios d'ici 2030. Le bear case, on a Trainium, la puce d'Amazon qui déçoit. On a la partie EFA, ça c'est la partie on va dire Ethernet. Vous savez, un data center, ça consomme énormément de données et de data, c'est dans le nom. Donc là-dessus, il faut avoir quelque chose d'optimisé. C'est pas extrêmement optimisé actuellement, donc ça pourrait freiner dans le scénario bear. Et la part anthropique qui est limitée, oui, on a des contrats avec Amazon, on peut s'en défaire. Donc dans ce scénario-là, on aurait AWS qui croît de seulement 14% par an jusqu'en 2030. Ensuite, le reste du business, 5,5%. Le chiffre d'affaires 2030, 1,20 milliard. Marge nette 11%. Net operating income de 2030, 112 milliards, ce qui nous donne un earning per share de 10,45 et donc un taux de croissance annuel composé de 11,2. On va les mettre dans une valorisation. Ici, là, je vous ai mis le Amazon. Et on a effectivement un earning per share de 6,56. Si je mets donc 11,2 niveau du taux de croissance annuel composé, on va mettre un multiple. Actuellement, on a un multiple. Si je me mets ici, on a un multiple aujourd'hui de 35. Je trouve que c'est trop élevé. Je vais mettre un multiple par exemple de 25. Si on a un multiple de 25, ça fait 3% par an au prix actuel. Là, on est dans le bear case. Si on a un multiple de 30, donc 30 fois les bénéfices, on est à 7,67% par an au prix actuel de rendement au scénario bear case. Maintenant, si on prend le scénario qui va être plutôt base case, donc là, la thèse qu'on a lue ensemble se vérifie. Donc, on est partiellement validé. Plus de 20% en plus sur 2025, plus 18%, ça se normalise lissé en termes de croissance de AWS. Là, vous avez tous les scénarios que je vous ai détaillés ici, à savoir un earning per share, ça va se traduire par un earning per share qui va augmenter donc de 15,6% par an. Donc là, je mets 15,6% et ça nous donne 12% par an au prix actuel. Intéressant, avec un multiple de 30, un earning per share de 30. Encore une fois, 30, vous pouvez jouer là-dessus. Moi, je pense que 30, c'est un petit peu optimiste, mais ça, dans le scénario base case, on pourrait dire qu'on va se négocier à 30 fois les bénéfices. Ça va dépendre à quel point ils auront de nouveau besoin de ce capex-là d'ici 2030 pour réitérer cette croissance-là. Est-ce que ça va vraiment être un gouffre sans fin en termes de capex, ou est-ce que justement, une fois qu'ils auront investi massivement dans leur puce, dans leur data center, est-ce que ça sera simplement du capex, je mets des énormes guillemets, mais de maintenance? D'accord, ça va être la question à laquelle on va essayer de répondre.
Et dans ce scénario-là, eh bien voilà, on a du 12% par an au prix actuel et ça fait du 15% par an s'il veut rentrer à 200 $ sur Amazon. Et maintenant, le scénario vraiment bull case à fond, c'est-à-dire on a vraiment la partie data center pleine production, on a vraiment la partie Trainium qui est parfaite, on a le partenariat, on pourrait dire ça comme ça, avec Entropy qui est extrêmement réussi et la marge AWS qui remonte très fortement. 22% par an, je pense, d'AWS lycée. Le business, pareil, ça sera à 8,5%. La marge nette, 16%, très optimiste, mais c'est ce qu'on peut délivrer, puisque le cloud, il aura une part disproportionnée dans le business model d'Amazon dans la globalité. Et la partie taux de croissance annuelle composée de 22%. C'est vraiment le scénario, j'ai voulu vous faire un truc bull case, mais c'est possible. Et dans ces cas-là, on aurait du 18% au prix actuel. C'est pour ça que vous pouvez voir sur YouTube, sur Internet, sur des analystes, etc., sur des sites, des personnes qui vous disent que Amazon est terriblement sous-évalué au prix actuel. Ils ont raison si on a le scénario qui se valide, qui est extrêmement optimiste. Donc effectivement, avec ce scénario-là, vous pouvez rentrer au prix actuel et on est vraiment sous-évalué. Après, qu'est-ce que l'on va pouvoir délivrer? Qu'est-ce que l'on va avoir? Moi, je pense vraiment que ce scénario-là, personnellement, je ne le prends pas en compte, d'accord? Et je pense qu'on va simplement avoir une thèse base case, c'est-à-dire, je pense vraiment qu'on va avoir du 15% par an. Et ce qui veut dire qu'en 2030, on aura du 13% d'earning per share. Vous voyez, par exemple, les analystes, eux, ils estiment en termes d'earning d'ici 2028 du 11%, excusez-moi, on n'est pas en pourcentage, du 11 d'earning per share. Donc voilà, dans ces cas-là, effectivement, on aura peut-être là, les analystes sont un petit peu plus négatifs sur la partie best case, mais voilà, encore une fois, si je remets du 15,7, 32 de PE, ça vous fait 12% au prix actuel. Je pense qu'on est sur la fair value. Donc moi, mes actions Amazon, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais évidemment les garder. Je trouve que c'est une connerie de vendre vos actions Amazon au prix actuel, même si ce n'est pas des recommandations. Mais ça, c'est vraiment des actions c'est une entreprise que j'ai envie de détenir vraiment sur le long terme si il n'y a pas intérêt à l'avoir en portefeuille, surtout Amazon. Donc vraiment, je la laisse en portefeuille. S'il y a le bear case, de toute façon, ça me fait encore une fois, ça me fait quoi? Ça me fait finalement une fair value à 166 pour avoir du 15% de rendement. Franchement, 166, vous voyez, on a tapé les 163. Donc c'est pour ça que c'était extrêmement intéressant en 2025 quand j'en ai renforcé en avril. Et donc si on y revient, je renforcerai encore davantage Amazon, à part si évidemment on y revient parce que Entropy qu'on a pu le deal, parce que les data centers, c'est pas bon avec le réseau EFA. Ça peut arriver, d'accord? Mais franchement, je ne le mets pas dans mon hypothèse. Pour résumer, Amazon, je garde en portefeuille, je ne renforce pas, mais je le garde en portefeuille. Donc pareil, fair value. Et si vous n'avez pas d'Amazon en portefeuille, je trouve ça pertinent, d'accord? Eh bien de commencer à prendre une position au prix actuel, de segmenter par votre position. Vous avez sur la partie ETF. Pas mal de personnes vous conseillent, par exemple, si vous voulez mettre 10 000 € sur l'année, eh bien vous mettez 10 000 divisé par 12 et vous mettez cette somme-là chaque mois. Vous pouvez faire la même chose sur Amazon. Ça vous permet de mettre un pied dedans. Ça peut être intéressant. Je suis plus optimiste sur les 5 prochaines années avec du Amazon que du SML. Si on prend vraiment la valorisation actuelle des deux business. Okay. Ensuite, je vais mettre sur justement Google, parce que je pense que si je repars sur la tech, du cloud, ça peut être intéressant. Alors là, Google, je précise quand même que c'est du très très lourd, puisque actuellement, j'ai dépassé les 100 000 $ d'exposition sur l'entreprise. Donc c'est de loin la plus grosse position que j'ai actuellement dans mon portefeuille. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc voilà, j'ai 49 000 ici, 787, donc j'arrondis 50 000 en action en direct avec un PRU sur les 98, très bien. Et ensuite, j'ai 3 calls. Le premier call que j'avais acheté en live sur ma chaîne YouTube à 3 023 $ qui maintenant cote à 11 000 $ avec une échéance. Alors attendez, je vais vous mettre comme ça. Hop, ici normalement vous allez voir, voilà, j'ai une échéance donc du 15 janvier 2027, strike 150, donc je l'avais acheté en avril quand on était sur les 150 $. Ce call là actuellement, il a un delta, alors le marché est fermé, donc je vais directement mettre ici, là il a un delta exactement de 0,94 et donc ça veut dire que sur ce contrat là, si je fais 94 fois 252, donc c'est le prix en bourse de Google, ça me fait 23 688 $ d'exposition supplémentaire sur Google. Si demain Google augmente de 1%, j'ai ce contrat-là, donc ce call que j'ai en portefeuille qui va prendre 1% de 23 688 $. Même chose si ça baisse de 1%. Donc c'est-à-dire que 23 000 plus 50 000,
Et ensuite, après, j'ai mes autres calls. Celui-ci, je vais me mettre comme ça, vous allez mieux voir, qui a un strike à 175. C'est-à-dire que je l'ai acheté légèrement out of the money. Un call out of the money, c'est quand le prix d'exercice est au-dessus du prix du sous-jacent au moment de l'achat. Donc là, dans ces cas-là, eh bien, ça m'a coûté un peu plus cher, 3600. Et donc, j'ai une plus-value de 5700, donc 158%. Sur le précédent, j'ai quasiment du 250% de plus-value. Voilà, ce qui me donne également, là j'ai un delta ici de 90, donc pareil fois 252, ça me rajoute 22 000 d'exposition. Et ensuite, j'ai un call que j'avais acheté l'année d'avant, si on était sur les 120, que j'avais acheté deep in the money avec 11 000 $ de plus-value qui me rajoute exactement la même, enfin un peu plus que celui-ci, il a un delta de 98, donc fois 250, ça fait 24 000. Donc en gros, si je fais 24 000 plus 23 000 plus 22 000 plus 50 000, ça me fait 120 000 balles d'exposition sur Google. Si demain Google prend 1%, je prends 1% de 120 000. Si demain Google perd 1%, je perds 1% de cette somme-là. Donc j'ai vraiment une exposition qui est disproportionnée sur Google. Non pas parce que c'est l'entreprise sur laquelle si évidemment j'ai la plus grosse conviction, mais c'est simplement en fait que au prix auquel j'ai acheté Google, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que j'en ai acheté sur les 100 $, ensuite sur les 150 $ avec des achats de call. Et de base, voilà, mes achats de call m'ont coûté seulement 10 000 balles, mais m'ont rajouté, là, actuellement, 70 000 $ d'exposition. Donc en fait, j'ai un effet de levier, mais qui est stratosphérique. Encore une fois, si vous n'êtes pas familier avec les options, j'ai un groupe school qui est totalement gratuit, avec un module de plus de 1 heure sur toutes les bases sur la partie options, la valeur temps, la valeur intrinsèque, comment ça se passe, les contrats de long terme, etc. Parce qu'encore une fois, moi, je n'utilise pas les options pour faire de la spéculation, mais les options sur du long terme. Okay, vraiment en mode investissement, comme ce que fait Warren Buffett avec les options, comme ce que fait Bill Ackman, Monish Pabrai, etc. Donc, je me remets maintenant sur la valorisation. Donc, je vais vous expliquer exactement comment est-ce que j'ai retrouvé ces chiffres, quelle hypothèse j'ai mis. Par exemple, là, vous voyez que sur la partie cloud, j'ai émis l'hypothèse qu'on allait avoir un taux de croissance supplémentaire à AWS, mais c'est normal puisqu'on part chez Google en termes de revenus cloud, on a actuellement 48 milliards. Chez AWS, on est déjà à 107 milliards. Donc, voilà, Google, ça va être beaucoup plus facile, entre guillemets, en rattrapant son retard, d'avoir un taux de croissance plus important. Okay. D'ailleurs, pour la partie option, je fais une parenthèse. Si vous souhaitez, on va dire que là on est 19 septembre. Vous verrez certainement cette vidéo demain, donc le 20 septembre. Si vous souhaitez que d'ici, on va dire mi-octobre, vous ayez vraiment cette partie option qui soit implémentée dans votre portefeuille, c'est-à-dire tout mon processus de décision. Pourquoi est-ce que j'achète une option OTM, ATM, in the money, quand est-ce qu'il faut vendre un put, acheter un call ou passer en direct. Sur Amazon, je suis passé en direct, je ne suis pas passé par les options. Bref, si vous voulez vraiment avoir mon processus de décision sur des options de long terme implémentées dans votre portefeuille et qu'on mette ça en place ensemble, réservez tout simplement un appel avec moi, vous inquiétez pas, je ne mords pas, vous avez le lien en description, c'est totalement gratuit. L'objectif est dans un premier temps de voir comment est-ce que je peux vous aider, évidemment, dans la partie appel. Et deuxième partie de l'appel, je vous présenterai exactement comment notre programme s'articule, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on met précisément en place pour avoir ce type de résultat. Je vous mettrai dans tous les cas le lien en description, donc allez jeter un coup d'œil, vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus. Alors pour notre valorisation sur Google, j'ai mis les 3 scénarios comme on l'a vu à l'instant. Donc j'ai mis en fait la partie service, ok, donc c'est tout ce qui va être hors cloud. Google Service, donc YouTube, et également la partie Search. Cette partie-là, historiquement, sur les dernières années, a eu un taux de croissance annuelle composé de 10% par an. Donc dans le scénario bear case, j'ai mis 8% par an. La partie cloud, j'ai mis 18% par an. Vous allez me dire que c'est énorme. Pas tant que ça. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que c'est vrai que Google, encore une fois, on parle de loin. AWS, rappelez-vous, on est à 107 milliards au niveau du cloud aujourd'hui. Google, on est plus de 2 fois moins important en termes de milliards chaque année en termes de revenus. Donc, on peut aller chercher beaucoup plus de revenus et donc croître beaucoup plus rapidement. C'est comme une small cap. Ces revenus vont pouvoir augmenter beaucoup plus rapidement qu'une boîte comme Walmart qui fait déjà des milliards et des milliards de chiffre d'affaires. Ensuite, marge nette, 28%. Net operating income 2030, 169 milliards. Earning per share, 13,55. Et donc, le taux de croissance annuel composé nous donnerait dans le scénario bear case 9% par an. On va aller mettre ça directement dans notre valorisation. Ok, 9% et dans le bear case, je pense qu'on pourrait avoir un multiple de 22 puisque selon moi, étant donné qu'on n'a plus l'incertitude entre guillemets de monopole avec le démantèlement de Google, même si selon moi ça n'a jamais été un réel débat, je vous ai déjà détaillé dans les vidéos, on ne pourra plus avoir vraiment cette excuse, oui on sous-valorise Google à 17, 16, 18 fois les bénéfices parce qu'il y a du capex, parce qu'il y a une décision sur laquelle peut-être qu'on va être démantelé. Donc bref, étant donné qu'on n'a plus ce risque-là, je pense qu'on aura
dans le bear case du 22 fois les bénéfices sur Google. Ok, avec donc un EPS qui est actuellement de 9,39 et donc un taux de croissance, on a vu exactement de 9,1, et bien ça nous donne un rendement sur le prix actuel de 4,85%. En gros, on est totalement surévalué sur ce scénario-là, d'accord? Mais vraiment totalement surévalué. Il faudrait qu'on l'achète effectivement sur les 158 pour avoir 15% de rendement. Et c'est là en fait où vous voyez que ouais, Google en fait a explosé. Mais même le bear case, d'accord? Que l'on avait, enfin le bear case nous donnait 15% de rendement sur les 158 $. J'en ai acheté sur les 150, donc make sense, d'accord? Ça fait sens et c'est parfaitement logique. Mais effectivement, actuellement, là, ça ne prend plus du tout le scénario bear case. C'est-à-dire que la valorisation actuelle prend au minimum un best case, à savoir les services qui vont continuer de croître de 9,5%. Parce que pareil, vous voyez là, si je vous mets l'historique, si je mets voilà, vraiment la partie hors Google Cloud, on a 10%, 11% sur les dernières années. Enfin 11,62 sur les 2 dernières années. Et si je mets uniquement la partie, hop là, je vais mettre comme ça la partie cloud, on a 31%. 28%. C'est pour ça que dans le scénario bear, je mets 18%, c'est très négatif. Et maintenant, dans le scénario donc best case, hop, je me remets comme ça, 13%. 13%, hop, je mets ici du 13%, je mets un PE de 25, là on est à 11,41% au prix actuel. Fair value sur les 215 $, si vous souhaitez avoir 15% de rendement, je pense que c'est à peu près ce sur quoi on peut s'attendre sur les 5 prochaines années, à savoir du 12% sur le prix actuel. C'est pas dingue, c'est pour ça que je pense que pareil, Google, c'est sur la fair value là vraiment actuellement. Et si par contre on a eh bien, ça nous donnerait du 16% donc de croissance globale du business de l'earning per share. Avec un multiple, je pense qu'on va rester pareil à 25 parce qu'on a quand même un capex qui est massif. Et dans ces cas-là, ça ferait 15% de croissance au prix actuel. Et voilà, il faut l'acheter à 150, enfin à 250 pour avoir du 15% par an. C'est pour cette raison que personnellement, eh bien, je vais prendre mes bénéfices sur mes calls de Google. Voilà, j'ai longuement pesé le pour et le contre. Et je pense qu'avec le prix d'exercice que j'en ai et la pondération que j'en ai dans mon portefeuille, je vais vous expliquer la partie valeur temps, etc. C'est intéressant pour moi de prendre mes bénéfices. Je vais simplement attendre que le marché ouvre là, dans à peu près 40 minutes pour vous filmer la prise de bénéfices sur mes calls. Évidemment, mes actions Google, je n'y toucherai pas. Moi, je trouve personnellement que c'est une énorme connerie de vendre des actions que vous possédez parce qu'elles ont trop augmenté ou du moins parce qu'elles ont simplement augmenté de 80%. Oui, mais en fait, on partait d'une base tellement sous-évaluée sur Google qu'en réalité, si vous mettez dans la balance qu'il n'y a plus le problème de décision de justice et dans la balance que le cloud, oui, ça délivre et search, oui, ça délivre, évidemment, ça pas non plus, on n'est pas non plus si surévalué que ça. Ok, let's go. Les marchés viennent d'ouvrir et donc je vais prendre ma plus-value sur déjà le premier call de Google, voilà, que j'ai acheté à 3000 qui cote à 11 000 aujourd'hui à plus 140 puisque effectivement Google a pris 0,64% et donc ça me permet d'avoir une exposition ce call là de 24 000 $. Là vous voyez ça fluctue beaucoup parce que effectivement ça fluctue comme une position qui cote à 25 000 $ sur Google. Donc simplement eh bien je vais faire vendre. Et là, dans ces cas-là, je vais aller voir le bid et le ask 116, 112. Eh bien, je vais essayer de le vendre à 115, d'accord? Donc, c'est-à-dire, je vais mettre un prix, eh bien, limite à 115. Est-ce que je vais me faire exercer? Je mets un ordre de vente. Donc là, encore une fois, j'ai vraiment acheté quelque chose à 30 que je revends à 115. C'est comme si vous aviez acheté une entreprise vraiment voilà à 30 que vous revendez ici, là vous voyez à 32 que vous revendez donc à 115. Vous voyez 32, ordre a été envoyé. Est-ce que je vais me faire exécuter? On va voir ça. Ça charge. J'espère que vous voyez bien. Ok, bon bah en fait là j'ai pas été exécuté, donc eh bien il faut directement aller dans la partie transaction, dans la partie ordre et transaction, et là ici voilà ça a été submit, donc ça a été envoyé, et donc là je vais modifier l'ordre, et là je vais voir est-ce que eh bien je vais essayer de le passer à 114 par exemple. 114 peut-être que je vais réussir. En fait, ça va dépendre. Là, j'ai été exécuté. J'ai été exécuté parce que Google a dû un petit peu remonter. Donc, c'est bon, j'ai été exécuté excusez-moi, à 114,30. Donc, very simple. Vous achetez un truc à 32, vous le revendez à 115, vous avez un multiple de 100, vous faites la différence entre les deux en termes de plus-value. Ça, c'est le premier call d'encaisser, donc ça me fait 8500 balles d'encaisser. Le deuxième call, donc ça c'est le deuxième call sur Google que je vais prendre. Pareil, donc celui-ci, je l'ai acheté, bon, j'ai pas mon périph, ça remonte trop loin, je l'ai acheté donc à 3600, ok, et donc je vais le revendre à 9368.
Donc je clique sur vendre, pareil, je mets ordre, ordre limite, là on est entre 94 et 92, donc je vais le mettre à 95 avec de la chance, non ça se passera jamais, à 93, voilà, ordre de vente, je ne sais pas si ça va passer, on verra bien, ça charge, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas? Non, ça passe pas, donc pareil, hop, je clique ici, je reviens dans la partie transaction. Et là ici, eh bien pareil, ça a été mis. Donc je vais le modifier et je vais essayer de le mettre, à 92,9 pour essayer quand même de gratter un petit peu d'argent. Ça a été exécuté, voilà, c'est magnifique. Donc là effectivement, si je vais dans Trade, eh bien voilà, je l'ai vendu le premier à 114, le deuxième à 93, j'ai eu 2 $ de frais et une plus-value exactement 114,30 moins 32,2. Le premier, j'ai eu 8200 de plus-value. Okay, et le deuxième, j'ai eu 93 moins 3600 plus 8000, j'arrondis 500 pour le deuxième, ça fait 14 200 de plus-value. Voilà, c'est QFD, on n'est pas trop mal et on va continuer. Et personnellement, ce que j'aime bien faire en termes de stratégie sur les options, c'est d'acheter un call de très long terme quand la valorisation prend en compte le scénario bear case avec une marge de sécurité. Là, en l'occurrence, 9,1% de rendement, peu de 22, ça fait 158. Moi, je l'ai acheté à 150 avec des calls. C'est-à-dire que le prix auquel j'ai acheté Google, eh bien, ça prenait en compte une croissance de 9% par an, un PE de 21 pour avoir du 15% par an. Exceptionnel. Et ensuite après, j'aime bien prendre mes bénéfices quand là, eh bien, ça prend en compte, on va dire, un scénario base/bull. À savoir, par exemple, sur Google, là, je ne vais même pas mettre du 13%, on va mettre du 15% de taux de croissance, par exemple, 15% de taux de croissance, et on va mettre le prix actuel de 26,7, donc on va mettre de 27. Et donc là, on est exactement sur le prix actuel, les 253. Ok, voilà. Et c'est vrai que également, vous allez me dire, est-ce que par exemple, sur Google, eh bien là, je n'ai pas vendu, j'ai vendu que les 2 calls que j'ai achetés récemment. Le call Deep in the Money que j'avais voilà, de base, là il y a toujours une position, je l'ai toujours. Donc celui qui expire là début d'année 2026, un strike 70, d'accord. Celui-ci je le garde parce qu'on parle vraiment, ça c'est toute la partie on va dire valeur temps, etc. qui fait que je le garde parce qu'effectivement sur Google on n'a plus entre guillemets le discount que l'on en avait de par on va dire les pseudo incertitudes qu'on pouvait avoir sur Google qui faisait que c'était la large cap la plus sous-évaluée, la large cap quality vraiment avec cette taille de marché la plus sous-évaluée, et ça a mis quand même 1000 jours à que le marché on va dire réévalue la thèse et effectivement eh bien, efface ce discount, efface cette anomalie de marché. Et actuellement voilà, le call que j'ai avec un strike 70, même si ça rebaisse, j'aurai mon delta qui va rester à 99, à 98, à 100, il n'y a aucun problème. Mais effectivement moi c'était vraiment ce que je cherchais en l'ayant acheté, parce que c'est vrai que par rapport aux autres large cap, encore une fois, qui dit anomalie, qui dit premium discount, dit sous-performance. Donc si je résume très rapidement sur Google, toute la stratégie était à chaque fois de renforcer, comme ce que j'ai fait ici avec un call, ici également, dans l'espoir que Google justement eh bien, soit revalorisé comme toutes les large caps. Et en fait, donc, vous alliez capter à la fois l'effet de levier du call, à la fois la sous-évaluation de Google et à la fois ce premium de discount. Et donc là, on a eu vraiment le scénario, dans mon cas, les 3 scénarios qui se sont alignés, l'effet de levier du call, la fair value de Google et également les multiples qui sont augmentés. Et également, on a l'impression que c'est allé rapidement, mais ça a quand même mis 140 jours, d'accord? Même si je me mets depuis que j'ai acheté mon call. Donc c'est pas non plus, c'est long, c'est quand même quasiment 4 mois, d'accord? Donc ça s'est pas fait en une seconde, ok? Revenons à Realty.com très rapidement. Si les taux continuent de baisser et baissent sensiblement, on peut très bien se retrouver sur les 70 $, donc un upsell de 20%. Si jamais ça bouge pas trop, je pense qu'on va rester dans ce type de range, voilà à peu près, dans ce type de range très large, même je pense au-dessus des 55 parce que là, les taux ont quand même un petit peu baissé. Donc entre les 55 et on va dire les 65 quoi, à peu près là-dessus. Voilà. En termes de vue d'ensemble, je vous l'avais déjà montré, je me mets directement sur All Rate. Donc ça se paye à 14 fois l'équivalent du free cash flow. C'est pas cher. On a un taux de croissance de 4% par an sur Realty.com. On a un dividende actuel de 5,47% par an. Personnellement, j'ai un yield on cost de 8% par an. C'est vraiment cette
C'est pour ça que ce type d'entreprise, c'est extrêmement intéressant quand vous les timez correctement, quand vous les achetez vraiment quand c'est décoté, puisqu'en fait, ça vous enrichit mais massivement, quoi. C'est juste énorme. Les dividendes que j'ai reçus et le prix par action, ça me fait une performance, mais qui m'assure à coup sûr quasiment de surperformer le S&P 500 avec ce type d'actifs que j'ai en portefeuille. C'est pour ça, enfin, c'est toute la stratégie là, de ce côté-là de Warren Buffett sur la partie dividende la partie yield on cost. Ensuite, la partie FFO per share, donc l'équivalent du free cash flow per share, en prenant en compte justement cette dilution des actions pour se financer sur des projets à haut rendement. On est à 4% par an, donc c'est très bien. Debt to asset, on est également très très bien. Donc effectivement, Realty.com, une boîte extrêmement qualitative qui, je pense, actuellement est sur la fair value, mais qui, si les taux vraiment rebaissent sensiblement, c'est intéressant de commencer à en acheter actuellement. Et puis voilà, sinon, personnellement, évidemment, je ne me séparerai pas de mes actions Realty.com au prix actuel. C'est des boîtes qu'il faut laisser. Il faut laisser que le temps fasse son travail positivement, hein. Ça, c'est vraiment le type de business. Plus vous attendez, plus l'entreprise crée de la valeur, plus vous gagnez de l'argent, tout simplement. Donc voilà, Realty.com, une boîte en fonds de portefeuille que je garde, enfin fonds de portefeuille qui, pareil, hein, si je prends ma valorisation de 47 000, 47 000 divisé par 240, ça fait quand même 20% le fonds de portefeuille. Donc encore une fois, Realty.com, je garde précieusement. Si les taux rebaissent réellement et durablement, ça va certainement bien augmenter. Sinon, moi, une récession, ça va évidemment extrêmement bien me protéger dans le portefeuille. Donc franchement, je le garde. Et je vais passer sur S&P 500, puisque oui, eh bien, j'ai l'ETF via des achats de call également de long terme avec 6 000 $ de plus. C'est un petit peu le grand regret, puisque ça, en fait, cette ETF-là, cette option-là, ce call-là, je l'ai acheté avant que ça baisse. En fait, je l'ai acheté ici. Vous voyez, je l'ai acheté en mars, début mars. Et quand je l'ai acheté à 6 000, eh bien, au plus bas, il valait 3 000. Et en fait, j'attendais là à peu près la ligne verte pour renforcer. Et donc, je voulais acheter 2 calls. Et bien, ça m'aurait fait 20 000 de plus-value avec seulement un peu moins de 10 000 d'exposition. Donc ça, c'est un petit peu le grand regret. Mais bon, encore une fois, en bourse, il faut choisir ses regrets. C'est pas grave, il y aura plein d'autres opportunités. Voilà, c'est pas les opportunités qui vont manquer sur les prochaines années. Il faut simplement, par contre, être préparé pour pouvoir les saisir. C'est la grande phrase de Charlie Munger, hein. Les opportunités n'arrivent qu'aux esprits préparés. Pour le S&P 500, j'ai envie de vous mettre le site de Barclays. Je vous le mets comme ça ici, là, voilà, vous pourrez. C'est le site de Barclays. Je vous mettrai le lien en description. C'est un super site qui est totalement gratuit, qui est donc par la banque du même nom, qui va vous permettre de comparer la valorisation moyenne par pays, donc évidemment de la bourse, donc des actions en moyenne, d'accord. Donc c'est le CAP ratio, hein. Le CAP ratio, c'est comme le PE, sauf qu'en gros, c'est corrélé de l'inflation et également, c'est une moyenne des 10 dernières années. Mais en gros, faites comme si c'était comme le PE. Du moment où vous comparez le CAP ratio à un autre CAP ratio, c'est pareil, ok. Donc en gros, c'est la valorisation moyenne de votre pays. Là, aux États-Unis, c'est 37 fois le CAP ratio. C'est énorme, ok. Et si je compare par exemple à Singapour, Singapour c'est plus intéressant, même si c'est moins intéressant, puisqu'effectivement là où c'était extrêmement intéressant, c'est la période 2016 jusqu'à début 2024, on avait vraiment une sous-valorisation de Singapour. On était à 13 fois les bénéfices, là aujourd'hui on est remonté à 21 fois les bénéfices. Il y a toujours un gap entre les US et Singapour. Singapour est toujours extrêmement peu valorisé par rapport aux États-Unis. Ensuite, si je mets par exemple le Japon, là on est sur les 25. Donc, on est un petit peu plus cher que Singapour. Si je mets maintenant, on va mettre la Pologne. Il y a des belles boîtes en Pologne. Des belles boîtes en Pologne. Là, on est sur du 13,7. C'est très sous-évalué la Pologne. Donc je vais enlever la Pologne. L'Inde. L'Inde, c'est délirant. L'Inde, on est quasiment comme les US, quoi. C'est complètement déconnant, je trouve, d'aller investir actuellement en Inde, quand on a 35 fois les bénéfices. La Chine, je vais enlever, ça va faire un petit peu trop brouillon. Je vais enlever le Japon, je vais mettre uniquement Singapour, Chine. Vous voyez que la Chine, on a 16 fois les bénéfices, Singapour, on a 21 fois. La Chine est moins valorisée que Singapour, mais après c'est normal. Singapour, vous avez le dollar singapourien, vous avez les banques singapouriennes, vous avez un gouvernement qui n'est pas communiste et surtout vous possédez les actions. Encore une fois, en Chine, vous avez des V-structures, donc c'est des variables entity interest. Vous n'êtes pas propriétaire de l'action en direct, d'accord. Alors qu'à Singapour, vous êtes propriétaire à 100% et vous avez un gouvernement quand même pro-capitalisme. Ensuite, on pourrait aller voir Hong Kong. Hong Kong, c'est à peu près le même niveau de valorisation, hein, c'est pareil. Voilà, et maintenant je vais enlever Hong Kong, Singapour, je vais comparer uniquement les US à l'Europe. Là, on est à 21 fois en Europe. Donc, Europe, Singapour, même valorisation. Personnellement, je préfère aller à Singapour. Et si je mets uniquement la France, on est à 23 fois.
Voilà. Pour vous donner une petite idée, actuellement à peu près voilà, des valorisations. L'Australie, on est pareil, on est comme la France. Donc c'est vrai que les US, c'est en fait extrêmement bien valorisé actuellement, c'est très cher. Alors je ne pense pas qu'il va y avoir un crash, un effondrement, etc., comme on peut certainement vous dire un petit peu à droite à gauche. Par contre, le risque de décennie perdue, lost decade, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est tout simplement pendant 10, 15, voire 20 ans, le S&P 500 ne fait pas grand-chose. Voilà, il stagne en fait. Et il y a simplement d'un côté les bénéfices des entreprises qui augmentent, ce qui fait diminuer la valorisation globale du S&P 500. Et ben, en fait, le temps que ça se normalise, ça met une dizaine d'années avec des rendements quasiment de zéro. Et je pense que c'est ça le réel risque actuellement sur le S&P 500. Et c'est également pour ça que personnellement, eh bien, je vais prendre mes bénéfices sur ce call. Donc que j'ai acheté, même chose, à 7350, encore une fois, avant que ça baisse. Hein, j'aurais pu l'acheter normalement à 3000 et qui aujourd'hui vaut 13 000, d'accord. Donc j'aurais eu à peu près la même plus-value normalement que ce que j'ai fait sur les calls Google, à savoir donc 9 000, 8 000, enfin 8 000 exactement, 8 500 par contrat là, sur le contrat que j'ai pris sur les 150. Encore une fois, c'est sympa hein, parce que 14 000 avec les deux calls sur Google, plus 5 600, même 700 avec le S&P 500, ça fait quasiment 20 000 de plus-value sur la partie option de cash en plus. Vraiment, c'est full cash. Voilà, cash. Plus moi, j'habite à Dubaï, j'ai 0% d'impôt. Donc c'est bim, dans la poche, 20 000 de plus. C'est toujours sympa. Et en plus de ça, encore une fois, ce que je répète, c'est que c'est seulement avec 10 000 dollars d'investissement en termes de primes de mise sur des contrats. Là, on parle d'un contrat fin 2027, donc début 2028. Je perds de l'argent sur cette position-là. Enfin, le scénario dans lequel je perds de l'argent, ça aurait été si le S&P 500 clôture dans quasiment 3 ans en dessous du prix auquel je l'ai acheté en pleine baisse, d'accord? Donc, en fait, et je vous dis ça parce que j'ai des personnes qui parfois me disent oui, mais enfin, Léo, tiens, c'est quoi ton risk reward sur les options? C'est quoi ton, oui, ta probabilité, ton taux de réussite, etc. Mais 100%, enfin, évidemment. En fait, j'ai une stratégie de long terme, c'est-à-dire que tant que vous ne verrez pas un crash comme on a eu en 2000 et comme on a eu en 2008, je gagnerai à chaque fois du x2, du x3, du x4 sur les positions que je prends en option avec la stratégie que j'en ai. Et après, quand il y aura un crash, je perdrai quoi? Que ma prime, que 10 000 balles, j'ai un portefeuille de 250. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peanut, entre guillemets, et adaptez ça à la taille de votre portefeuille. Donc on est vraiment dans le cas de figure dans lequel face, vous gagnez énormément et pile, vous perdez pas beaucoup et ça vous laisse énormément de cash de côté. Et bien pour pouvoir renforcer quand on aura le marché sur les plus bas, si vous perdez avec les options, c'est-à-dire qu'on a un crash, c'est-à-dire qu'on a vraiment une forte baisse. Et donc vous serez content encore une fois d'avoir économisé du cash avec cette partie option qui vous a permis d'avoir une exposition beaucoup plus importante. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Là, je repasse directement sur Parex. Enfin, je passe directement sur Parex. Ça a totalement explosé. On voit, ça a littéralement explosé. On est sur les 18,70 dollars canadiens. J'ai un Perru sur les 12. Exceptionnel, masterclass de plus, super investissement. Et en plus de ça, ils ont mis à jour leur site. Voilà, ils ont upgrade leur site. Par exemple, quand je vais à la partie opération, maintenant on a une map interactive. Et oui, regardez un petit peu. On a ici la joint venture, enfin, c'est pas du tout une joint venture, excusez-moi, c'est working interest 50%. VIM 1, c'est la partie avec le gaz, etc. Il y a Hydra également là-bas. Toutes les zones donc de pétrole. Franchement, moi je kiffe. Franchement, j'adore. En fait, c'est vraiment. L'avantage et l'intérêt des small caps, c'est que c'est extrêmement stimulant intellectuellement parlant et en fait c'est super, vraiment vous savez ce que vous achetez ça pas cher, vous avez une thèse de départ, vous pouvez sizer dans votre portefeuille, vous pouvez sizer la notion de risk and reward, etc. Moi franchement j'adore et je prends vraiment un plaisir mais énorme à faire tous mes investissements, à faire toutes mes analyses, etc. C'est vraiment, j'adore, voilà, franchement j'adore et j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes également dans la même situation. Donc voilà, pour Parex, encore une fois c'est une pétrolière. Si vous n'êtes pas familier avec le business, j'ai fait plusieurs analyses sur ma chaîne YouTube, notamment une quand je l'ai acheté, une deuxième ici pour réaffirmer que la thèse était exceptionnelle, que c'est une énorme opportunité, et une troisième récemment ici, pareil pour dire que toutes les opérations et qu'en fait la hausse que l'on a eue, et puis en fait était parfaitement corrélé avec l'augmentation vraiment des opérations et des bénéfices de l'entreprise. En fait ici on avait des guidances qui étaient négatifs avec une partie opération qui ne demandait qu'à réaugmenter avec toutes les thèses, enfin tout ce que j'avais détaillé dans mon analyse. Et donc ce que l'on a eu c'est que ça a stagné, les opérations ont un petit peu du temps. Là on a une premier trimestre qui était extrêmement positif, deuxième trimestre qui était encore plus positif. Et donc en fait à partir vraiment du deuxième signal, donc des 15, c'était vraiment exceptionnel, c'est-à-dire que tout allait vraiment dans le bon ordre et que oui, excellente opportunité pour vraiment que ça continue. Donc c'est vrai que Parex, là sur les 18, en fait oui, c'est beaucoup plus cher que quand on était sur les 12,
mais il y a quasiment plus de risque au niveau des opérations de l'entreprise, hein. Évidemment, le risque de la Colombie, le risque du pétrole, etc., est toujours présent. Le risque de récession est toujours présent. Mais après, rappelez-vous, on a un netback sur les 37, on a un prix du baril du pétrole sur les 60. On a de la marge, ok. Et pareil, là, je vous avais mis. Je veux juste un petit peu vous rappeler, parce que là, voilà, ils vous mettent les working interest. Par exemple, sur la partie bloc du Lanos 32, on a racheté le restant qui est resté pour 16 millions, exactement 15 millions 968 000. Regardez un petit peu ce que ça le rapporte. On parle de 7,3 millions sur les 6 mois annualisés, ça fait 14 millions. Ils ont acheté ça 15 millions. Ils ont un ROI, un retour sur investissement de 90%. Enfin, en fait, il n'y a que dans le business de l'oil and petrol qu'on peut avoir des investissements comme ça. C'est un truc vraiment, c'est exceptionnel. Vous avez des retours sur investissement qui sont disproportionnés. C'est pour ça que Warren Buffett aime autant ce secteur-là, même si maintenant, des boîtes comme Parex, malheureusement, il ne peut plus les acheter avec la taille de portefeuille qu'il en a. Mais bon, voilà, en gros, ma fair value n'a vraiment pas changé. C'est-à-dire que j'ai toujours une fair value sur Parex sur les 23, 24. Donc voilà, on a toujours encore du 30% à aller chercher en plus. S'il y a l'appareil du pétrole qui augmente, on peut toujours augmenter. Mais c'est vrai qu'on a toujours par contre la volatilité que l'on a sur ce type d'entreprise. Et moi, je vous le dis à chaque fois, j'ai un biais vraiment value. C'est-à-dire qu'en fait, d'une part, moi j'ai un biais extrêmement qualitatif sur les entreprises que j'achète. Parce que moi, j'ai très peu de portefeuille. Et deuxièmement, en fait, j'aime bien les acheter quand elles sont très décotées, quitte à louper un petit peu des opportunités ou à pas rentrer de manière suffisante. Et donc voilà, par exemple, très bien, je la garde en portefeuille, je ne la vends surtout pas, je ne renforce pas personnellement au prix actuel avec la pondération que j'en ai. La volatilité qu'il y a dessus fait que on pourrait très bien rebaisser ici. Certainement que je renforcerai, franchement, certainement que je renforcerai, mais là vraiment, la grosse deadline que j'en attends, c'est dans 46 jours avec tout simplement le rapport trimestriel qui va être publié. Là, on va vraiment avoir un update de la guidance, etc. Également le projet Big E, etc. Bon, tout ça, je vous réfère sur les précédentes vidéos que j'ai faites. Mais masterclass, je la garde en portefeuille. Je vais me mettre ensuite sur. Est-ce que je ne mettrai pas sur Visa ou Mastercard? Parce que c'est vrai que Visa et Mastercard, bon, j'ai des super PRU, j'ai pas grand chose, hein. Personnellement, en fait, je trouve que c'est une boîte qui, comment dire, pour la plupart des débutants, c'est la boîte à acheter, etc. Mais quand vous mettez la croissance future que vous pouvez en avoir en termes de business, c'est-à-dire que combien le business peut augmenter son bénéfice net et le multiple actuel, je trouve ça vraiment pas intéressant du Visa et Mastercard. Je ne trouve ça pas intéressant. Et vous voyez, là, je me suis mis sur Visa sur le site Qualtrim. D'ailleurs, je le recommande à 2000%. Ça coûte même pas, ça coûte $10, c'est $8 par mois. Franchement, moi j'utilise que ce site-là avec TradingView et c'est vraiment super. Vous avez les KPI à chaque fois qui sont vraiment super. Donc là, par exemple, chez Visa, chez Visa, on a le business qui augmente de 11% par an. Si on fait les services, data processing, etc., etc. On a le nombre de cartes qui augmente de 7% sur les 10 dernières années en moyenne par an et de 6% sur l'année en cours. Donc en fait, et même sur les 2 dernières années, on a un petit ralentissement par rapport aux 10 dernières années, ce qui est entre guillemets normal. Et voilà, c'est quand même assez rare, hein. Là, on a la partie Visa, donc les cartes de crédit, qui a été flat / légèrement négatif en termes de croissance. Et en fait, c'est vrai qu'on a d'une part, sur les 10 dernières années, le business qui a augmenté de 17% par an en taux de croissance annuelle composée. Et on a la partie bénéfice net, où je vais même mettre la partie earning per share qui prend en compte le rachat d'actions, mais justement, je vais prendre que le earning per share. Sur les 10 dernières années, c'est de 13% par an. Donc on a 13% par an le earning per share, excusez-moi, le bénéfice par action, mais je prends le earning per share de 15% par an. Et on a de l'autre côté le prix en bourse qui augmente de plus de 17% par an. C'est-à-dire qu'en fait, on a une déconnexion entre les fondamentaux et le business en bourse. La valorisation augmente plus rapidement que les fondamentaux. Et le problème, c'est que plus le temps passe, plus on a des cartes émises et moins ça va être facile de faire de la croissance future sur Visa. Donc si on fait un DCF et qu'on prend, on va être optimiste, mais on va mettre 10% de taux de croissance. On va mettre le même PE qu'on a actuellement, PE de 33, d'accord? Hop, ça fait 10% par an au prix actuel, 11% par an au prix actuel. Franchement, je trouve que c'est pas top. Donc alors oui, vous allez me dire que vous prenez très peu de risques, vous avez raison. Mais c'est pas top. Et surtout que, en fait, vous avez une performance qui est pas dingue. Et par contre, oui, vous prenez très peu de risques si ça se passe comme prévu. Mais si on a entre guillemets un signe noir, de crypto, etc., etc. Si en Europe, ils prennent le monopole de cette partie-là, parce qu'ils ont eu des amendes, par exemple, ça peut faire que c'est vraiment, je trouve ça vraiment pas très très intéressant. Voilà. Et moi, Visa, j'ai un PRU sur Visa sur les 233.
Donc là, vous voyez, ça me fait pour du 15% par an, ça me met un PRU à 238. Donc 238, ça ferait, il faudrait une baisse 238. Voilà, il faudrait une baisse qui est énorme, quoi. Il faudrait que ça rebaisse sur les de 30%. Sur Visa, ça me paraît très peu probable. Mais vous voyez, c'est un peu comme les business comme Costco. Costco, vous avez des boîtes qui sont évaluées, mais enfin un multiple de taré, quoi. Là, on est à 53 fois les bénéfices. Et en fait, plus le temps passe, plus la valorisation des multiples augmente, plus le marché se met à payer un premium élevé sur ce type d'entreprise. Donc c'est très cher, quoi. Vous voyez, payer un truc 53 fois les bénéfices. Je sais pas où ça va vous emmener, mais pas très loin, je pense, échéance 20 ans, quoi. Donc ça, de mon côté, je ne vends pas, d'accord? Je ne le renforce pas. Voilà. Parce que également, moi, mon troisième biais sur mon portefeuille, c'est que je vends rien. Enfin, c'est très très rare quand même que je vende des boîtes. C'est-à-dire que toutes les boîtes que là, voilà, vous les voyez avec mon PRU, hein, c'est des boîtes sur lesquelles je reste. Et pour que je vende, il faudrait vraiment que ça explose à la hausse d'une part, et deuxièmement que j'ai une bien meilleure opportunité ailleurs. Et c'est vrai que des business comme ça, moi je les ai pris à des très bons prix en termes de valorisation, etc. Donc voilà, encore une fois, je les garde. Je suis très bien avec. Ensuite, BlackRock. Alors BlackRock, c'est intéressant, puisqu'encore une fois, selon moi, c'est très simple. La thèse sur BlackRock, c'est un ETF S&P 500 qui va surperformer le S&P 500. Voilà, hop, c'est un petit peu la thèse que j'en ai. Même chose ici, j'ai fait des analyses très détaillées sur BlackRock sur ma chaîne YouTube. Il y a pas mal de temps, je pense, maintenant. Mais pareil, voilà, bon, j'ai un PRU sur les 650. Vous voyez, si je vais sur donc BlackRock. Alors je viens de passer directement sur Gros Focus, mais c'est vrai que si je vous mets la vue d'ensemble, en termes vraiment de Gros Focus Value, bon, on est légèrement surévalué, enfin on est surévalué. Au niveau des dividendes également, on est... Ah, excusez-moi, il y a un petit bug là, non, ça devrait s'afficher ici, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est vraiment si vous souhaitez valoriser BlackRock avec la partie dividende, ou savoir à peu près où est-ce que vous vous situez BlackRock par rapport à son yield historique en termes de dividendes, eh bien vous avez les trois bandes. Ici, c'est le yield maximum que vous en avez déjà eu. Mais il faudrait du BlackRock sur les 500 $ pour l'avoir de nouveau si on prend en compte l'augmentation depuis du dividende. Et sinon, en termes de médian, voilà, moyen, eh bien, il faudrait choper du BlackRock à 845. Et donc là, on est clairement surévalué en termes de yield de dividende. Et donc pareil pour la partie, bon, price to sell, ça on s'en fiche un petit peu sur BlackRock. Mais vous voyez là, si je pars du principe qu'on va avoir une croissance de 9,5% par an de l'earning per share, je pense que c'est totalement possible. Un multiple futur de 25, d'accord? Eh bien ça fait 7% de rendement par an préactuel, donc c'est moins intéressant que Visa. Et ça fait 15%. Alors pour faire du 15% par an sur BlackRock, il faut le choper à 800 $. Et 800 $, eh bien, c'est ce qu'on en a eu précisément en avril, hein. Donc vous voyez, encore une fois, si c'est vrai qu'effectivement, si vous venez juste d'atterrir en bourse, bah oui, je peux comprendre que c'est entre guillemets un petit peu frustrant de voir tous les multiples de valorisation, toutes les boîtes tech, etc. surévaluées. Mais vous inquiétez pas, des opportunités, on en aura, on en a eu régulièrement. Pareil ici, c'était intéressant, là c'est intéressant. Les choses pour Google, c'était hyper intéressant. Toute cette partie d'adaptation, c'était intéressant. On avait le discount. Pareil pour Edge Income, vous voyez, là, moi, littéralement, j'ai gagné plein d'argent en l'achetant ici. Là, c'était intéressant. Là, c'était intéressant également en avril. Donc, vous voyez, en fait, vous avez pas mal d'opportunités. Et ensuite, sur la partie cap, c'est totalement décorrélé. Où là, finalement, quand la S&P 500 était au plus haut en septembre 2024, c'était hyper intéressant. Pareil pour B2Gold, on va pas tarder à l'aborder dans pas longtemps. Moi, j'en ai acheté ici en août de l'année dernière. On avait le S&P 500 sur les plus historiques. On avait du B2Gold extrêmement peu valorisé, et ça m'a permis de faire, de faire un 85% sur l'entreprise. Donc, vous l'avez compris, BlackRock, je trouve qu'au prix actuel également, c'est surévalué. D'accord, je ne vends pas puisqu'on ne sait pas ce qui peut se passer. On peut peut-être parce que là, en fait, c'est surévalué, mais qu'est-ce qui se passe si le S&P 500 rentre réellement en phase euphorique, rentre réellement en bulle, comme ce qu'on est dans les années 2000? On peut encore prendre pas mal de pourcentage, hein, avant que ça soit vraiment. En fait, on ne sait jamais jusqu'où ça peut monter. On sait à peu près jusqu'où ça peut baisser, justement, contrairement à ce que pas mal de personnes vous disent, parce qu'à un moment donné, si vous avez vraiment un bel actif, si son prix en bourse s'effondre, mathématiquement, à un moment donné, en termes de dividendes, vous allez avoir un yield de 30% du dividende. Il y a un yield, par exemple, sur Parex de 10%. En fait, vous avez quand même une limite à la baisse. Voilà, si votre business, évidemment, est qualitatif, avec des actifs qui ont quand même une rentabilité, mais vous prenez encore une fois le secteur pétrolier, en fait on a des réserves. Donc c'est-à-dire qu'à part un scénario dans lequel le baril tombe à 30 $, le yield, vous allez récupérer, vous allez l'encaisser, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc à un moment donné, quand vous avez du Parex sur les 12 $ et vous dites, et qui en rebaisse de 50% sur les 6 $ canadiens en termes de prix en bourse, ça ferait un rendement de 60%. C'est
insensé, d'accord? C'est vraiment insensé. Et si c'est le cas, ils ont simplement à mettre une fois le free cash flow pour acheter la market cap. Et en fait, vous avez votre rendement qui passe de 60 à 120% en termes de dividendes sur votre prix d'acquisition et de dividendes par action. Donc, très peu probable tout de même. Donc, c'est vrai qu'à la baisse, vous avez quand même une certaine marge de sécurité, alors qu'à la hausse, vous pouvez vraiment avoir des actifs qui sont totalement surévalués. Donc, voilà pour BlackRock. Ma position, elle est super. Je la garde. Je pourrais me mettre sur Standard & Poor's puisqu'on a une grosse baisse là ces derniers temps avec notamment l'entreprise FactSet qui a publié des résultats très négatifs. Et donc les résultats très négatifs de FactSet, ça correspond à la partie Market Intelligence de Standard & Poor's. Voilà cette partie-là, vous voyez, 4,7 milliards Market Intelligence sur un total, exactement sur un total de combien? De 14 milliards. Donc c'est un tiers du business qui s'est totalement ramassé chez les concurrents. Donc vous avez vraiment les trois, Moody's, Standard & Poor's et également MSCI qui qui ont vraiment fortement chuté, donc les trois, et évidemment FactSet qui elle totalement s'est effondrée. Mais je trouve que c'est intéressant puisque quand on regarde dans les détails, je vous l'ai dit à l'instant, la partie Market Intelligence, c'est que 30% des revenus de Standard & Poor's et tout le reste, mais c'est une machine à cash avec un mode mais qui est exceptionnel. La partie indice, donc c'est S&P 500. Donc la partie rating, c'est là ce que fait vraiment la partie Moody's. Commodity Insight, là c'est exceptionnel. Je pense qu'ils ont le plus gros moat du monde avec cette partie-là, enfin uniquement ce segment sur l'énergie. Ils ont des data sur plus de 150 ans d'historique, que tous les majors pétroliers, etc. s'arrachent. Donc franchement, je trouve que c'est une entreprise avec un mode qui est stratosphérique. Et si maintenant on va voir la partie valorisation, je pense que sur S&P global, on peut avoir du 10-11% de earning per share en termes de croissance, peut-être plus avec le rachat d'actions, mais ça vous ferait au prix actuel 8,63%. Et ça vous fait donc si vous souhaitez avoir 15% de rendement, il faut l'acheter à 381. Donc 381, ça fait une énorme baisse. Après, sur ce type de business, il ne faut pas non plus en vouloir du 15% par an. Je pense que si vous avez du 13% par an, je pense que c'est une énorme marge de sécurité. S'il y a du 416 par exemple, ça vous met encore une fois pareil sur le plus bas d'avril. Moi pareil, j'ai un PRU sur les 344. Un PRU franchement qui me satisfait. Si jamais ça rebaisse, c'est des boîtes que je renforcerai pour le long terme. Mais là, pareil, au prix actuel, je ne les vends surtout pas. Je ne le renforce pas. Si vous n'avez pas du tout de Standard & Poor's, que vous avez beaucoup de cash, pourquoi pas, avec la baisse, mettre une petite position sur Standard & Poor's pour l'avoir en portefeuille, pour commencer à aller vous former sur le business, pour commencer à aller ouvrir la partie rapport, la partie management, etc. Voir à peu près de quoi il est question, comment s'articule le mot dans les grandes lignes. Mais franchement, entreprise exceptionnelle qui, je pense, sur le long terme, va continuer de gagner de l'argent, va continuer de compounder en annuel composé. Donc franchement, super. TPL, alors ça, c'est une entreprise que j'ai achetée. Alors j'ai mis une toute petite partie de mon portefeuille dessus. Et en plus de ça, en fait, j'ai fait un arbitrage. J'étais sur Landbridge. Landbridge, c'est une entreprise donc dans la partie énergie / data center. Le ticker, c'est LB, que j'avais acheté personnellement sur les 50 avec un vente de poudre plus action directe. Donc moi, j'étais sorti flat. J'avais pris le cash, donc sur Landbridge, j'avais 5000 et je l'avais rebalancé sur Texas Pacific Land. Texas Pacific Land, pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo YouTube, elle a fait quand même 14 ou 15 000 vues, donc je pense que pas mal de personnes ont dû la voir. C'est l'entreprise qui va posséder des terrains donc au Texas dans le bassin Permian. Dans ce bassin-là, il y a du pétrole et sur ces terrains-là, sous ces terrains-là, il y a du pétrole. Et donc, on va simplement louer les terrains à des majors pétrolières qui vont eux-mêmes exploiter et extraire le pétrole. Et nous, on va recevoir des fees par baril de pétrole extrait. C'est à peu près un 1/8 du prix du baril ou un 16e. Ça va dépendre de la facilité qu'ont les majors à extraire le pétrole sur votre terre, donc sur votre terrain. Parfois, on possède ce qu'on appelle le droit du sol et le droit souterrain, donc les deux. Parce qu'au Texas, il y a cette distinction que j'ai fait dans la vidéo que j'ai fait sur YouTube. Et ensuite, en fait, on a pas mal de terrains qui actuellement n'ont pas encore été audités, sur lesquels peut-être on a du pétrole et en fait, sur lesquels, si jamais demain le prix du baril de pétrole il double, la rentabilité par baril de pétrole ne va pas doubler. Elle va rester la même, par exemple $60 basse impérium, $55 basse impérium. Donc si demain on a un baril de pétrole à $100, toutes les majors vont vouloir vraiment exploiter à fond et augmenter donc les explorations. Et dans ces cas-là, Texas Pacific Land va vraiment pouvoir louer beaucoup plus de terrain et avoir vraiment un prix qui explose. La conclusion de ma vidéo, c'était que actuellement
Je trouve le niveau de valorisation assez élevé, d'accord? Bon, j'ai dû m'absenter, je reprends la vidéo directement. Donc effectivement, sur Texas Pacific Land, l'énorme avantage, c'est que c'est du utilities. Et en fait, c'est du foncier. Donc, c'est-à-dire que si demain il y a de l'inflation, eh bien, les terrains vont augmenter et l'entreprise, la valeur de l'entreprise va augmenter. Deuxièmement, on l'a vu ensemble, si le baril du pétrole explose, il y a un upsale, comme ce qu'on a vu ensemble dans le. Enfin, ce que vous avez dû voir ensemble sur le PDF là, de valorisation que j'ai déposé sur mon groupe School avec toute la méthodologie. En fait, on a vraiment un upsale sur cette partie-là, sur Texas. Après, encore une fois, comme je vous l'ai dit précédemment, TPL, voilà, c'était un arbitrage. Donc, c'est vrai que j'ai acheté l'action d'entreprise ici. Personnellement, moi, j'en avais la fair value que j'avais calculée était sur les 650, donc moins 25% en dessous du prix actuel. Après, en fait, comme c'est une boîte qui compound tellement, si on compound à 12, 13, 14, 15% par an de croissance, dans 2 ans, en fait, la fair value, elle sera à 20%, 30% au-dessus. Donc finalement, vous serez à peu près sur la fair value. Donc c'est qu'une question de temps pour ce type de business exceptionnel à que la fair value augmente. Et rappelez-vous, encore une fois, Warren Buffett, il disait tout le temps, le temps est l'ennemi des business médiocres et l'ami des business exceptionnels. Parce que nous, notre entreprise, TPL, plus le temps passe, plus vraiment le business gagne en valeur. D'accord ? Et maintenant, je vais passer directement sur Kelly Partner qui, enfin, une entreprise qui, selon moi, n'est pas chère, voire totalement sous-évaluée. Kelly Partner, en gros, je vous fais la test très très simplement. C'est un cabinet d'experts comptables, enfin un service d'experts comptables qui va simplement prendre 51% de participation des cabinets d'experts comptables qui font entre 2 millions et 10 millions de chiffre d'affaires. Une fois qu'ils ont acheté 51% du business, et bien en fait, ils vont leur donner toutes leurs ressources, donc vraiment de management, de meilleure gestion, de process, etc., pour leur permettre de passer de 2 millions à 10 millions de chiffre d'affaires. Et donc, ils prennent un pourcentage, évidemment, parce qu'ils sont actionnaires dans le cabinet d'experts comptables. C'est vraiment comme ça qu'ils font leur argent. Actuellement, on parle d'une entreprise qui se négocie l'équivalent du PE, donc d'un price to earning de 17, avec un taux de croissance annuelle composé qui peut être de plus de 20% par an. Donc un truc vraiment, vraiment très sous-évalué. Pareil, Kelly Partner, je l'ai acheté quand j'avais fait un arbitrage. Donc c'est-à-dire que là, voilà, j'avais mis directement ma somme d'argent. Je suis persuadé que sur le long terme, ça va être extrêmement pertinent. Et je trouve que c'est vraiment une boîte avec un risque et reward très très important et très très bon. En plus de ça, donc c'est en Australie, ça vous permet de vous exposer à une zone géographique totalement différente. Et alors d'ailleurs, j'ai eu quelques questions, en fait, des personnes qui me disaient oui, mais le PE sur Kelly Partner, il est de combien là le PE par exemple? Il est de 138. Comment c'est possible? En fait, si vous avez des bases en comptabilité, ou du moins dans l'investissement, une entreprise qui fait sa croissance externe en achetant d'autres business, qu'est-ce que l'on a? On a du goodwill si on surpaye au bilan et on a des actifs tangibles, intangibles, corporels, incorporels. Et ces actifs-là, qu'est-ce que l'on fait? On les déprécie instantanément. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est pas du tout logique d'aller regarder le compte de résultat puisqu'on a des dépréciations qui sont tout simplement hors normes du fait de ces acquisitions. Donc, dépréciation qui fait que vous allez avoir un bénéfice qui va être totalement réduit. Mais du coup, il ne faut pas regarder cette métrique-là. Il faut regarder au minimum l'EBITDA ou sinon tout simplement le cash from operating activities. Parce que là, voilà, vous avez vraiment la synthèse avec l'ajustement de la dépréciation, de l'amortissement, du non-cash item également. Pareil, le free cash flow, bon, bof, puisqu'en fait, quand on achète des business, ce n'est pas du capex, mais c'est de l'achat ou de la vente. Eh bien, c'est dans le nom de business. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, si vous voulez une sorte de PE, d'accord, et bien voilà, vous faites le PE de 31, à savoir 475, donc le prix du business actuellement, divisé par 30, on va dire le bénéfice net ajusté, ça vous fait donc un PE de 15, 16, ok. Si on part du principe que l'on en a une croissance de 20% par an, règle des 72 divisé par 20, ça met 3,6 ans à doubler. C'est-à-dire que le PE actuellement est bien de 16, va être de 8, d'accord. Donc le forward P dans 3,6 ans sera de 8 sur Kelly Partner si ça se passe comme prévu, c'est-à-dire si on arrive à intégrer toujours autant de cabinets d'experts comptables si on n'a pas de récession, puisque si demain il y a des récessions, le portefeuille de Kelly Partner fait que la majorité de leurs clients vont vraiment, c'est pas des Google, donc si demain il y a une récession, la petite boîte qui fait 500 000 de chiffre d'affaires, ça va être un peu moins évident pour elle. Alors après, c'est vrai que la contre-thèse qu'on pourrait mettre sur Kelly Partner, c'est, on va dire, le type de clients que les cabinets d'experts comptables qu'ils vont acheter ciblent.
Ça veut dire que ça va être des clients qui vont pas avoir des gros business. Vous savez, voilà, c'est des entreprises qui vont faire peut-être entre 10, enfin entre 100 000 et peut-être 500 000 euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en termes de net, c'est pas énorme. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez un business qui fait, je sais pas, 100 000 euros de net, 50 000 euros de net à la fin de l'année, et en fait, votre comptabilité, la comptabilité est vue comme une charge. Alors que par contre, quand vous faites 5, 10, 15, 20 millions de chiffre d'affaires et donc énormément de net, du moins de l'EBITDA à réinvestir, bah, dans ces cas-là, prendre un meilleur cabinet expert comptable peut, en termes d'optimisation fiscale, vous rapporter littéralement 500 000 euros dès la première année. C'est juste énorme. Mais en termes de conseils, etc., ce qui est moins le cas chez les clients de l'équipe de Kelly Partner les clients des cabinets de Kelly Partner qui ont plus tendance, je pense, effectivement, à avoir la comptabilité comme une charge et donc à vouloir aller chez le cabinet expert comptable le moins cher. Mais encore que, voilà, il y a pas mal de contre-exemples. Moi, je connais plein de personnes en France qui ont des petits business, mais qui investissent quand même beaucoup dans leur expert comptable, justement, pour avoir justement des meilleurs conseils. Parce que, en fait, même à un certain niveau, c'est quand même toujours rentable. Mais c'est un petit peu ce que j'entends beaucoup sur Kelly Partner au niveau de la contre-thèse. Donc, je voulais un petit peu vous la partager. Et après, vous pourriez vous faire un avis de votre côté. Mais de toute façon, voilà, on parle d'une entreprise qui, comme on l'a vu, a une croissance de malade, a une dette qui est vraiment maîtrisée. Et puis, le deuxième risque, ça pourrait être le fondateur. Évidemment, Brad Kelly, donc le fondateur, actionnaire majoritaire, etc., il est actuellement, donc, évidemment, chairman. Et donc, c'est lui qui dirige vraiment la partie entreprise. Et il est extrêmement bon. C'est-à-dire il est trop bon justement. En fait, il est tellement bon que si demain il y arrive un problème de santé, que sais-je, eh bien ça pourrait mettre en difficulté vraiment grandement la boîte. Mais de toute façon, c'est typiquement ce type de risque auquel sont exposés la majorité des small caps. Et la question, en fait, c'est pas quel est le risque, non, c'est quel est le reward et quel est le mix des deux et comment est-ce que vous allez intégrer ça dans votre portefeuille et surtout, quelles sont les opportunités actuellement le 20, 21, 22 septembre ou du moins en octobre, je pense que ça sera à peu près pareil. Pas grand-chose au niveau des large caps. Donc, quand vous contextualisez tout ça, ouais, je trouve ça pas déconnant. Dans mon cas, par exemple, si je prends uniquement ce que j'ai investi, si je mets 10 divisé par 240, 250, c'est pareil, ça fait 4% de mon portefeuille sur Kelly Partner au prix actuel. Je trouve pas ça déconnant, d'accord. Je suis à l'aise avec. Après, évidemment, allez vraiment lire la partie rapport annuel. Nous, avec tous les membres qu'on accompagne sur Kelly Partner, on a fait juste des bangers, on a fait des masterclass d'analyse de plusieurs heures avec tous les membres. On s'est challengé sur la partie rapport annuel, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que plus vous allez sur des entreprises qui sont petites, plus vous devez avoir de compétences, de connaissances et de confiance dans votre entreprise. Sinon, vous allez soit mettre 0,2% de votre portefeuille dessus. Bon, d'accord, ça fait du x2. Vous avez 0,4, 0,6% de votre portefeuille. Ça va pas vraiment changer votre performance globale. Donc ça sert à rien. Non, ou alors vraiment saisir l'opportunité. Et dans ces cas-là, il faut que vous soyez évidemment en capacité de déterminer si opportunité ou pas il y a sur votre profil, sur votre portefeuille avec ce type d'entreprise. Et d'ailleurs, quand on creuse un petit peu Parex versus Kelly Partner, c'est un petit peu le même type de risk-reward, de stratégie, etc. Sauf qu'on est totalement inversé. En fait, du Parex, par exemple, vous alliez acheter les opérations, les actifs, les assets, Cabastero, etc. déjà en place avec les capacités d'exploration pour la croissance future. Mais le gros du gros, c'était vraiment les assets en place, c'est-à-dire les réserves en place chez Parex, les 1P. Alors que les partenaires, en fait, c'était vraiment c'est beaucoup plus, même 100%, les actifs futurs, la croissance future. Donc, comment est-ce que l'on va les délivrer et capter toute cette croissance dans le futur et à quelle probabilité on va pouvoir aller la capter, d'accord? Et si on la capte, quel est le multiple qu'on va en avoir, quelle est la performance, quel est le rendement qu'on va en avoir sur Kelly Partner? Spoiler, c'est juste énorme, tout comme chez Parex, c'était juste énorme. Mais c'est vrai que chez Parex, en fait, c'est plus vraiment un petit peu le Benjamin Graham, c'est-à-dire vous achetez une boîte très décotée, sa valeur intrinsèque, normalement, elle n'augmentera pas. Si elle augmente, c'est parce que les opérations, les explorations chez Parex vont croître, ce qui se passe actuellement. Mais la thèse de départ, c'était j'achète un truc à 12 qui en vaut 24, je le revends à 24. Bon, l'upsale chez Parex, c'était Big E exploration. En fait, ça augmente la valeur intrinsèque qui fait qu'en fait, les actifs de base totaux ne vont pas valoir 24, mais vont valoir plutôt 30, 35, 40, ok, sur le long terme. Mais là, encore une fois, la thèse de départ, c'était 12, 24. Alors que chez Kelly Partner, c'est vous achetez directement aujourd'hui, par exemple là, à 10 $ canadiens, en sachant pertinemment que si aujourd'hui ils arrêtent la croissance, c'est surévalué. Mais si ils délivrent encore une fois cette croissance, oui, effectivement, ça va compound à 20% par an en annuel composé sur au moins les 10 prochaines années, ce qui est énorme en termes de rendement. Et personnellement, en toute transparence, je préfère les thèses d'investissement comme Parex pour ma poche small cap et les thèses d'investissement comme Kelly Partner pour la poche large cap. Alors vous allez me dire, oui, mais les large cap ne feront jamais 20% de croissance annuelle composée avec des multiples de 17. Vous avez raison, mais c'est pour ça qu'également, moi, je vais plutôt aller chercher justement cette poche de croissance à la partie large cap avec des lips de long terme en renforcement, d'accord, pour vraiment augmenter ma performance. Mais c'est vrai que voilà, comment dire,
même si là, Kelly Partner, je trouve ça extrêmement intéressant, j'ai toujours un biais sur la partie small cap, vraiment value, 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 avec des actifs en place, avec des réserves en place, avec une capacité d'upsale grâce aux explorations futures. Mais pour conclure, le risque reward sur Kelly Partner fait que j'ai absolument envie personnellement d'en avoir en portefeuille, moins importante au niveau de la position que par ex, mais je trouve ça toujours sympa. Alors, ce qu'on n'a pas encore vu, c'est B2Gold, mais de toute façon, spoiler, en gros, Fair Value sache légèrement sous-évaluer si le prix de l'or se maintient. J'ai fait une analyse sur ma dernière dans ma dernière vidéo YouTube. Tencent, alors malheureusement, le business est trop compliqué pour en faire une valorisation à la va-vite. Il faudrait vraiment un truc très très long pour Tencent, et puis de toute façon tout le reste après c'est bon, on l'a vu. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal. La vidéo fait quasiment 1h20, c'est juste énorme. C'est très très long. Évidemment, allez vous inscrire sur mon groupe School. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous avez toute ma méthodologie de valorisation de A à Z. C'est un banger. Vous avez du Peter Lynch, vous avez tous les cours sur la partie rapport annuel, sur la partie options, sur la partie toutes les red flags justement. Comment valoriser? Voilà, en fait, vous avez tout un système là, interactif pour vos red flags, pour vos entreprises, pour être analysé et tout. Bref, c'est super. Donc, on est quasiment 2100. On va être 2100 là. Donc, ça commence à être sympa quand même. Je vous mettrai tout ça en description. Vous avez également le lien de mon site internet sur mon programme d'accompagnement en description. Et là, vous avez la vidéo de présentation, évidemment, si vous voulez nous rejoindre, voir comment on fonctionne, etc. C'est avec grand plaisir de vous accompagner. Ça charge un petit peu, mais vous tomberez sur ce site internet là avec un peu excusez-moi tout le détail. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Léo, merci, bonne soirée à vous.